On va partir tout de suite au tribunal de Paris, puisque le procès d'attentat du marché de Noël de Strasbourg touche à sa fin. Attentat qui avait fait 5 morts et 11 blessés le 11 décembre 2018. Le terroriste avait été abattu par les forces de l'ordre. Dans le box des accusés, 4 hommes sont jugés depuis le 29 février par la Cour d'assises spéciale de Paris pour avoir aidé le terroriste à se procurer une arme. Le verdict est attendu jeudi. Célia Barotte, mais on connaît déjà le réquisitoire. Oui, le parquet national antiterroriste a demandé l'acquittement d'un des accusés, mais a requis pour les autres des peines allant de 5 ans de prison à 30 ans de réclusion criminelle. Le parquet dit ne pas demander la vengeance et a ajouté que chaque peine permettra à la fois de sanctionner l'auteur, d'assurer la protection de la société et de favoriser la réinsertion. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre d'Audrey M, cet accusé qui se trouve dans le box. Lors de son réquisitoire, l'avocat général a expliqué que ces déclarations ne sont qu'adaptation, mensonges et contradictions et qu'il n'a pas eu un rôle intermédiaire. Il apparaît à tous les stades de la préparation du projet terroriste. Au programme de demain, les plaidoiries de la défense et vous l'avez déclaré, vous l'avez bien dit, Johan, le verdict est attendu ce jeudi. Et on le suivra évidemment avec vous, notamment Célia Barotte sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup. On accueille à présent sur ce plateau Fabrice Hakoun. Bonjour, soyez le bienvenu. On vous accueille pour votre livre « Rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité », publié aux éditions de l'Archipel. La France dans l'obscurité. Ma première question, elle est simple. Qui a plongé la France dans cette obscurité, dans l'obscurantisme ? Alors, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, au fil du temps, malheureusement. On a renoncé, il y a maintenant à peu près 30 ans, à la philosophie qui est sous-tendue à la création de la démocratie française, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, en particulier l'égalité, le respect de toutes les confessions, tous les cultes, le respect de la liberté de penser, en fait. Et donc, ça s'est étiolé au fur et à mesure. Moi, j'étais au lycée Voltaire en 1986. Il y avait une coexistence extraordinaire. On était de toutes confessions. On avait des opinions politiques extrêmement différentes. Jamais il y a eu la moindre atteinte antisémite, la moindre insulte raciste. On vivait ensemble, en fait. Mes collègues du lycée, donc, qui étaient de confession musulmane, étaient laïcs. Et on se battait, en fait, ensemble pour la même société contre, à l'époque, l'extrême droite. Et en 2000, j'ai posé la graine de ce livre, même si je l'ai fait bien plus tard. En 2000, j'ai vu un reportage dans lequel des jeunes refusaient d'aller visiter le camp d'Auschwitz. C'était un reportage dans la cour d'un lycée. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne reconnais pas mon pays. Vous aviez des communautés qui se faisaient front au sein de cette cour d'école en l'an 2000, juste après la seconde intifada. Et là, je me suis dit, il faut que je m'implique. Et donc, je me suis impliqué d'abord en faveur des jeunes issus des quartiers, en faveur de l'emploi, essentiellement, pour recréer les ponts et les liens qui avaient été coupés. Vous dites, la haine de la France, motivée par son histoire coloniale, entretenue par la gauche, est encore plus dangereuse que le djihadisme, qui en est la conséquence. Oui, exactement. En fait, je pense que la gauche, en particulier l'extrême gauche, mais la gauche a laissé faire quelque part, a fécondé in vitro l'islam radical. L'islam radical n'est qu'une conséquence, c'est un système politique antagoniste au système politique que je défends, qui est le système républicain. Et ce système n'a pu être possible, l'émergence de l'islam radical n'a pu être possible que parce que la gauche l'a encapsulé, parce qu'orpheline des grandes causes ouvrières, elle s'est tournée vers d'autres causes. Elle a trouvé des derniers damnés de la terre, qui étaient, selon elle, les musulmans. Et donc, elle a encapsulé, sauf qu'elle prend en otage nos concitoyens musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça. Vous parlez beaucoup de la gauche, que vous tenez responsable en très grande partie de la situation du pays. Vous dites également, pour survivre, la gauche qui ne prospère que dans le chaos et la bipolarisation a dû se rabattre en urgence sur la race, l'identité et le genre. C'est toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon que vous décrivez là, en fait. Bien sûr, absolument, vous l'avez bien lu. Hein. C'est Pascal Bruckner qui défend ça à l'origine, et je l'ai bien lu, et il a tout à fait raison là-dessus. Il y a eu besoin de se raccrocher pour ne pas disparaître après l'effondrement du mur de Berlin, et finalement le fait que tous les pays du bloc socialiste ont choisi l'économie de marché et plutôt le libéralisme. Il a fallu se raccrocher aux branches, et ça a été la race, l'identité et le genre. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on vit dans on a l'impression de régresser au lieu de progresser. Venant des progressistes, c'est surprenant. C'est une stratégie qui est évidemment dangereuse, et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, j'entends, et vous allez même, vous, jusqu'à dire que cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle peut inciter certains carrément à passer à l'acte. Ah bah oui, bien entendu. Enfin, les mots précèdent toujours les actes. Je veux dire, au 19e siècle, on a eu les grands propos antisémites, les grandes rhétoriques antisémites avec l'affaire Dreyfus,
Et puis par la suite, la droite qui avait cet antisémitisme, ça a permis en fait au nazisme et la collaboration. Et puis après, vous avez vu, si on prend d'autres exemples ailleurs, en Afrique par exemple, la radio des Mille Collines, qui avait ces propos racistes permanents envers les Tutsis, qui ont mené au passage à l'acte. Le mot précède toujours l'acte. Alors pour réagir à vos propos justement, Sabrina Medjeber. Oui, je voulais vous poser une question. Votre ouvrage, je ne l'ai pas lu, mais il a l'air très intéressant puisqu'il est au cœur de ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire les chapelles communautaires qui se constituent d'année en année dans notre pays. Comment faire pour créer à nouveau des structures de socialisation dans ces quartiers, monsieur, sachant que la plupart sont clairement ou abandonnés par les pouvoirs publics ou alors constitués en petits narco-États ou en petits territoires, malheureusement, on va dire islamo-souverains, sans essentialiser évidemment les personnes de confession musulmane. Comment faire pour arrêter la machine clientéliste qui finance des associations? Je complète la question parce que vous dites effectivement qu'il faut revenir aux fondamentaux. Si on veut sauver la France, vous dites qu'il faut revenir aux fondamentaux. Quels sont ces fondamentaux alors selon vous? En fait, je pense qu'il y a nécessité de rétablir l'ordre public sur tout le territoire. Il n'y a pas de coexistence possible sans vivre ensemble et sans partager en fait le même espace. Et or, aujourd'hui, on a des ghettos qui se sont constitués parce que l'ordre public et l'État ayant renoncé à l'ordre public, ceux qui avaient le choix sont partis et ont finalement laissé entre eux des communautés. Je vais vous prendre un exemple. Sarcelles. Moi, je connaissais très très bien Sarcelles il y a 40 ans. Je partais en week-end, j'habitais en plein Paris, j'allais en week-end à Sarcelles chez mes cousins parce que c'était un endroit qui était absolument formidable dans lequel on rencontrait tout le monde. Oui. Le lycée Jean-Jacques Rousseau était un lieu de vie commune et dans lequel les gens se connaissaient. Et donc, si vous prenez une personne de Sarcelles aujourd'hui qui a 50, 60 ans et que vous lui dites « Qu'est-ce que vous pensez des Juifs? Est-ce que tous les Juifs sont riches ou est-ce que tous les Juifs dominent le monde ?» Il va vous rire au nez parce qu'ils vivaient ensemble. Aujourd'hui, allez voir des jeunes à Sarcelles, des jeunes de 20 ans et dites-leur ce qu'ils pensent des Juifs, vous allez voir. Gabrielle Cluzel. Oui, j'écoute avec intérêt tout ce que vous dites, mais vous avez raison, ça vient de loin, tous ces phénomènes. Mais néanmoins, j'émettrais un petit bémol, c'est que dans les années 80, c'est les années SOS Racisme qui ont fait de l'immigré une figure quasi christique qu'on n'avait pas le droit de et ça, vous le dénoncez dans votre bouquin d'ailleurs. Donc, si vous voulez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce constat d'années 80 formidable, puisque nous étions déjà, le processus avancé doucement, ça a tout à fait stérilisé la parole sur ce sujet. Alors il y a eu une instrumentalisation, c'est ce que je dénonce. Je dénonce justement SOS Racisme et l'instrumentalisation de l'antiracisme avec finalement cette tenaille dans laquelle on a pris la France, dans laquelle la gauche a pris la France, victimisation d'un côté, culpabilisation d'autre. Et alors là, c'est un étau dont il est très difficile de se sortir. Tatiana Renard-Barzac. Est-ce qu'on ne peut pas un peu nuancer en disant, Yohann expliquait en fait c'était la gauche donc, qui avait mené à cette situation, etc. Dire que d'un côté, il y a du pur électoralisme, je pense à l'extrême gauche, et de l'autre côté, une gauche plus traditionnelle républicaine, plus centre-gauche, on va dire, qui, elle, était plus dans le déni, c'est-à-dire qui n'a jamais osé nommer les choses, par peur, par déni, etc. Du coup, comment on fait pour arriver d'abord à remettre des mots sur ces mots, MAUX, et surtout comment on lutte, comment on fait face à ce repli communautaire dans de nombreux quartiers, ce que vous évoquez, comment on refait société, comment on recrée du lien. Est-ce que c'est une histoire seulement de religion? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Loin de là. Donc comment on fait pour lutter contre ce repli communautaire? Eh bien, de deux manières. Une partie, vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une presse qui est beaucoup plus plurielle qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aller au contact. Moi, je vais régulièrement à Bondy, je vais dans le 10e arrondissement de Paris, dans le 19e, un peu partout, dans les lycées, je vais à la rencontre des jeunes. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus pluriel qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'on n'entend que les activistes, on n'entend que ceux qui veulent faire du bruit et semer le chaos, mais on ne voit pas tous ceux qui veulent réussir et qui ne demandent qu'à ce qu'on cesse de les essentialiser en fait et de les considérer comme des victimes. Personne n'a envie d'embaucher une victime, personne n'a envie de louer son appartement à une victime. Donc ils demandent simplement qu'on cesse de les essentialiser et de les instrumentaliser. Et c'est une réalité. Moi je dirige un groupe de services informatiques. En tout cas à l'époque quand je fais ça, je dirigeais un groupe de services informatiques. Maintenant j'ai un peu d'autres fonctions. Et quand j'y allais, la plupart des jeunes s'étaient renseignés sur le cours de bourse de la boîte que je dirigeais, sur ses activités. Et il m'est arrivé de devoir rester une demi-heure ou une heure de plus avec des jeunes qui ne voulaient pas me lâcher parce qu'ils avaient trouvé une porte de sortie. J'étais comme une espèce de porte de sortie pour eux, pour sortir effectivement de la nasse dans laquelle on essaye de les enfermer. Ce que vous me dites en fait, c'est de recréer du maillage territorial, c'est ça, des associations, de la police de proximité, c'est ça, aller au contact, aller au cœur des quartiers, recréer du dialogue. Vous avez 10 secondes pour répondre. C'est simplement de la proximité directe en fait. Il faut arrêter avec les strates intermédiaires, les associations, les... surtout pas. Ouais, oui.
Merci beaucoup Fabrice Hakoun d'être venu ce soir sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Je vous remercie. Merci Tatiana Renard-Barzac. Merci à Louis de Ragnel, à Sabrina Medjeber et à Gabriel Cluzel. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur CNews avec Christine Kelly dans Face à l'info et puis Hélène Zenani sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Quant à moi, je vous retrouverai demain à la même heure avec un très grand plaisir. Très belle soirée à tous sur nos deux antennes.